Oui, on va vous présenter le framework ForkJoin. On va commencer par des notions avant le ForkJoin. Pourquoi on en a besoin? C'est quoi le ForkJoin? Mode de fonctionnement, ses classes et ses méthodes, ses problèmes. On va voir une nouvelle technique work stealing, une comparaison entre le ForkJoin et l'executor service, et on va finir par un début. On commence, avant de passer au framework ForkJoin, il faut savoir en premier quelques notions importantes, telles que le multitâche, le parallélisme et c'est quoi un thread. On commence par le multitâche. Alors, une application est multitâche quand elle exécute. On peut exécuter plusieurs parties de son code en même temps. Il s'appuie sur les processus ou les threads. Cette notion permet l'amélioration des performances en répartissant les différentes tâches sur différents processeurs, profiter des temps de pause d'une tâche à temps d'entrée-sortie d'une action utilisateur pour faire autre chose, et réagir plus vite aux actions de l'utilisateur en rejetant une tâche lente et non interactive dans un autre thread. Par exemple, la correction de l'orthographe pour un éditeur de texte. Deuxième notion, c'est le parallélisme. Le parallélisme, c'est pouvoir faire exécuter plusieurs tâches à un ordinateur avec plusieurs processeurs. Si l'ordinateur possède moins de processeurs que de processus à exécuter, il va passer à la division du temps d'utilisation du processeur en tranches de temps et l'attribution des tranches de temps à chacune des tâches de façon telle qu'on ait l'impression que les tâches se déroulent en parallèle. Et là, on parle de ce qu'on appelle le pseudo-parallélisme. Troisième leçon, c'est quoi un thread? Donc, dans la programmation concurrente, il existe principalement deux unités d'exécution, les processus et les threads. Chaque processus dispose de son propre espace de mémoire, non accessible par les autres processus. Un processus peut contenir plusieurs threads. Ces threads permettent de faire fonctionner plusieurs portions de code simultanément dans le même processus, c'est-à-dire ils partagent le même espace mémoire. Les threads nécessitent moins de ressources. Ils partagent les ressources du processus père, telles que mémoire, fichiers ouverts, etc. À tout thread, Java sont associés deux objets. Un objet qui détermine le code qui est exécuté par le thread et un objet qui contrôle le thread et le représente auprès des objets de l'application. On l'appellera le contrôleur de thread. La classe de l'objet qui détermine le code à exécuter doit implémenter l'interface Runable. Et le contrôleur d'un thread est une instance de la classe thread ou d'une classe dérivée de thread, qui est l'intercesseur entre le thread et les objets de l'application, permet de contrôler l'exécution du thread pour le démarrer en particulier et a des informations sur l'état du thread, son nom, sa priorité, son cycle de vie. Pour créer un thread, il y a deux façons. La première façon est de créer une instance d'une classe phi de thread qui redéfinit la méthode run. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser le constructeur thread de la classe thread, c'est-à-dire créer un runable pour le code qui sera exécuté par le thread et le passer au constructeur de thread. Maintenant, on va passer aux besoins du framework ForkJoin. Le framework ForkJoin apporte une solution particulièrement performante et simple à mettre en œuvre pour exécuter des tâches en parallèle. Il est idéal pour un problème qui peut être divisé en parties plus petites et résolu en parallèle. Les étapes fondamentales d'un problème ForkJoin sont les suivantes. Diviser le problème en plusieurs morceaux, résoudre chacune des pièces en parallèle, combiner chacune des solutions en une solution globale. Maintenant, je vous laisse avec ma collègue pour définir le framework ForkJoin. Maintenant qu'on avait introduit quelques notions nécessaires pour bien suivre cette présentation, on passe à définir le ForkJoin en analysant son concept et le modèle sur lequel il se base. Tout d'abord, le ForkJoin est un framework qui simplifie la programmation parallèle pour les raisons suivantes.
Premièrement, il simplifie la création des threads, c'est-à-dire que les threads sont créés et gérés automatiquement. Deuxièmement, il utilise automatiquement plusieurs processeurs afin que les programmes puissent évoluer pour utiliser les processeurs disponibles. Ce framework est créé pour... Reviens au slide précédent. Ce framework est créé pour accélérer la vitesse d'exécution des tâches qui peuvent être divisées en sous-tâches plus petites, leur exécution en parallèle et après combiner le résultat pour obtenir un seuil. Pour exécuter les tâches en parallèle, le framework ForkJoin utilise un pool de threads avec un nombre de threads égal au nombre de processeurs disponibles dans la machine virtuelle de Java. Cette framework se base sur deux méthodes principales, fork et join. Commençons par fork. C'est une méthode qui peut être appelée par un thread pour créer un nouveau thread de concurrence. C'est-à-dire que lorsqu'un thread a une tâche à réaliser, il fait appel à fork pour créer un deuxième thread qui va s'occuper de réaliser une partie de cette tâche. Donc en appelant cette méthode, le thread parent continue après le fork, c'est-à-dire que le thread parent appelle fork pour créer un thread fils et lui affecte une sous-tâche à réaliser. Et puis il continue sa partie de la tâche. Deuxièmement, le thread fils commence indépendamment du parent. C'est-à-dire que le fils commence la réalisation de sa tâche indépendamment du travail que le parent est en train de réaliser. Troisièmement, le fork crée une concurrence, car il ajoute de nouveaux threads dans le même processeur. La deuxième méthode, c'est join. C'est une méthode qui peut être appelée par les deux threads, le parent et le fils. C'est-à-dire que le thread parent ainsi que le thread fils appellent cette méthode pour gagner le résultat. Donc en appelant cette méthode, le thread fils appelle join après qu'il se termine. Donc après la création du fils par fork, ce dernier s'exécute et effectue sa partie du travail. Après la terminaison, il appelle join pour faire la jointure de son résultat avec celui du parent et par la suite construire un résultat final. Deuxièmement, le thread parent attend le rejoint du fils. Donc le travail du parent n'est terminé que si le fils a terminé sa partie du travail et a fait appel à join. Troisièmement, le join ne fait pas de concurrence car le fils existe déjà. Puisque la concurrence consiste à gérer plusieurs threads par un même processeur, et puisque le fils existe déjà, donc join ne fait pas de concurrence car il n'ajoute pas de nouveaux threads dans le même processeur comme c'est le cas dans join. Donc en résumé, on peut dire que le fork augmente la concurrence alors que join diminue la concurrence. Ces deux méthodes ont un ensemble d'opérations. Commençons par les opérations de fork. Premièrement, le fork crée un thread fils. Deuxièmement, le fork attribue au fils un travail qu'on appelle sous-tâche. Troisièmement, le fils exécute sa tâche et quitte en appelant join avec le parent. Finalement, le travail du fils est généralement spécifié en fournissant une fonction à appeler au démarrage. Cette fonction, on va la voir par la suite. Passons aux opérations de join. Premièrement, le join informe les parents que le fils a terminé son travail. Deuxièmement, le fils avertit le parent qui se ferme. Troisièmement, le parent attend à ce que le fils rejoigne. Et finalement, on a deux scénarios. Soit le fils rejoint d'abord, puis le parent rejoint sans attendre. Soit le parent appelle le join le premier et attend à ce que le fils rejoigne avant de continuer. Maintenant qu'on avait vu en gros qu'est-ce que c'est ForkJoin et son concept, on passe au pattern. Alors on suppose qu'on a une tâche à réaliser. Supposons que cette tâche n'est pas simple. Donc le thread appelle fork au niveau du premier nœud, après la division de la tâche en deux sous-tâches indépendantes. Cet appel divise le travail à fournir sur deux. Une partie est réalisée par le thread initial et l'autre partie est réalisée par le fils qu'on vient de créer en appelant fork. Lorsque les deux threads terminent leur travail, ils appellent join pour faire la jointure et avoir le résultat des deux sous-tâches
et par la suite construire le résultat final qui est le résultat de la tâche initiale. Cela nous rappelle d'un algorithme qu'on a déjà étudié, qui est l'algorithme divisé pour régner. Donc, dans cet algorithme, on avait vu que une tâche est divisée en plusieurs sous-tâches jusqu'à obtenir des tâches qui sont faciles à exécuter. Après l'exécution des tâches, on fait le règlement des tâches pour avoir un résultat final. Donc, en appliquant ce principe de diviser pour régner, le framework divise récursivement la tâche en sous-tâches plus petites jusqu'à un seuil donné soit atteint. C'est ce qu'on appelle le cas de base. Ça là, tu peux passer. C'est la partie forte. Ensuite, les sous-tâches sont traitées indépendamment durant l'exécution et ils renvoient un résultat. Donc, tous les résultats sont combinés de manière récursive en un seul résultat. Il s'agit de la partie join. Donc, en résumé, on peut dire que le fork join consiste à diviser un flux en flux multiples et par la suite régner ces flux. Donc, durant une division qui est forte, un flux devient 2. Les différents flux sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire le même traitement ou bien un calcul similaire. Et durant le join, les deux flux deviennent un seul et seul ce flux peut continuer. Je vous laisse maintenant comprendre comment cette framework fonctionne avec ma collègue. Alors, pour la quatrième partie de notre exposé, nous allons traiter le mode de fonctionnement du framework ForkJoin. Nous allons tout d'abord parler de la différence entre le parallélisme et la concurrence pour ensuite expliquer le mode de fonctionnement en détail. Alors, nous devons tous savoir que le framework ForkJoin permet aux développeurs Java de tirer facilement parti de l'exécution parallèle prise en charge par les processeurs multicœurs. Cette API a été ajoutée au paquetage Concurrent depuis le JDK 7 et elle a été améliorée dans les versions suivantes. Elle permet aux développeurs d'oublier les lourdes tâches liées à la gestion manuelle des threads. Ainsi, les threads sont créés et gérés automatiquement, tout en profitant de la puissance du ou des processeurs multiples pour augmenter les performances. Ce biais présente les principaux aspects de ce framework d'un point de vue pratique. Tout d'abord, clarifions la différence entre les exécutions simultanées et parallèles dans le contexte d'une application Java. Alors, passons au slide suivant. Alors, pour l'exécution concurrente, tous les threads s'exécutent sur le même CPU. Cela signifie que l'application ne progresse pas sur plus d'une tâche en même temps. C'est-à-dire que les tâches sont exécutées de manière intercalée en partageant le temps de traitement du CPU pendant l'exécution. Mais pour le parallélisme, ce n'est pas le cas. Chaque thread est exécuté dans un cœur de CPU distinct. Par conséquent, les tâches progressent de manière indépendante. Cela permet à l'exécution de progresser sur plus d'une tâche simultanément. Pour atteindre le parallélisme, l'application Java doit avoir plus d'un thread en cours d'exécution. Et chaque thread doit fonctionner sur des CPU, des cœurs de CPU, des GPU ou similaires distincts. Voyons une petite vidéo pour clarifier cette différence. Alors, dans la première partie, nous avons deux files d'attente, chacune contenant des tâches. Et nous avons une seule vending machine notée en rouge. Alors que dans la deuxième partie, nous avons deux files d'attente contenant des tâches, mais à la fois, nous avons deux vending machines. Ce qui représente que dans la partie concurrence, les threads sont exécutés sur la même vending machine. Alors que pour la deuxième partie, elles sont séparées. Passons alors. Alors pour notre propos, il suffit de comprendre que dans certains problèmes, la concurrence fait partie du problème. Et dans d'autres, la concurrence ne fait pas partie du problème, mais des choses comme le parallélisme peuvent faire partie de la solution en accélérant le temps de traitement par exemple. Cependant, dans le même temps, le parallélisme peut poser des problèmes en soi. Le framework ForkJoin a été conçu pour accélérer l'exécution de tâches qui peuvent être divisées en d'autres sous-tâches plus petites en les exécutant en parallèle, puis en combinant leurs résultats pour en obtenir un seul. Pour cette raison, les sous-tâches doivent être indépendantes les unes des autres et les opérations doivent être sans état.
ce qui fait que ce cadre n'est pas la meilleure solution pour tous les problèmes. En application le principe que vient d'expliquer ma collègue divisé pour régner, le framework divise récursivement la tâche en sous-tâches plus petites jusqu'à ce qu'un seuil donné soit atteint. C'est la partie forme. Ensuite, les sous-tâches sont traitées indépendamment et si elles renvoient un résultat, tous les résultats sont récursivement combinés en un seul résultat. C'est la partie join. Pour exécuter les tâches en parallèle, le framework utilise un pool de threads avec un nombre de threads égal au nombre de processeurs disponibles dans la machine virtuelle Java par défaut. Chaque thread dispose de sa propre file d'attente à double extrémité pour stocker les tâches qui sont exécutées. Une de queue est un type de file d'attente qui permet d'ajouter ou de retirer des éléments à l'avant, c'est-à-dire la tête, ou bien l'arrière, la queue. Cela permet deux choses. Un thread ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois, la tâche, c'est-à-dire la tâche en tête de sa double extrémité. Un algorithme work stealing est implémenté pour équilibrer la charge de travail du thread. Cet algorithme va être expliqué ensuite dans notre présentation. Avec cet algorithme, les threads qui n'ont plus de tâches à traiter peuvent voler des tâches à d'autres threads qui sont encore occupés en retirant dans la queue. Cette approche rend le traitement plus efficace en augmentant le débit lorsqu'il y a beaucoup de tâches à traiter ou lorsqu'une tâche diverge en plusieurs sous-tâches. Alors pour résumer le mode de fonctionnement, c'est assez simple. Nous avons un petit algorithme dans notre slide. Alors nous avons un test, c'est-à-dire on va tester si la portion de travail est assez petite, c'est-à-dire on n'a pas besoin de diviser le problème et par la suite il va être résolu de manière directe. Sinon, on va diviser le problème en sous-problèmes qui sont indépendants. Ensuite, la partie fork et par la suite join pour rassembler tous les résultats et finalement composer le résultat final de notre problème. Après avoir compris le mode de fonctionnement, nous allons expliquer les différentes classes et méthodes du framework. Nous allons commencer par fork join pool, passe ensuite à fork join task qui contient recursive action et recursive task pour finir l'exemple complet. Commençons d'abord par la classe fork join pool qui contient deux sous-parties. La partie instantiation et la seconde, c'est la soumission des tâches à fork join pool. Alors, commençons par l'instanciation. En Java 8, le moyen le plus pratique d'accéder à l'instance de fork join pool, c'est utiliser sa méthode statique common pool. Comme son nom l'indique, cette méthode fournit une référence au pool commun qui est un pool de threads par défaut pour chaque fork join task. Le pool commun est utilisé par toute tâche qui n'est pas explicitement soumise à un pool spécifique, comme ceux utilisés par les flux parallèles. Selon la documentation officielle d'Oracle, le pool commun prédéfini réduit la consommation de ressources, car cela décourage la création d'un pool de threads distincts par tâche. Vous pouvez également créer votre propre instance de fork join pool en utilisant l'un de ces trois constructeurs présentés dans le slide. Il existe un autre constructeur avec beaucoup plus de paramètres à configurer, mais la plupart du temps, vous allez utiliser les deux premiers présentés. La première version est recommandée, car elle crée une instance avec un nombre de threads égal au nombre retourné par la méthode Available Processors, en utilisant des valeurs par défaut pour tous les autres paramètres. Dans les autres versions, vous pouvez spécifier le niveau de parallélisme, la fabrique pour la création de nouveaux threads, le gestionnaire pour les threads de travail interne qui se terminent en raison d'erreurs irrécupérables lancées pendant l'exécution des tâches, et un drapeau recommandé pour les applications dans lesquelles les threads de travail traitent uniquement les tâches asynchrones de type événement. Passons ensuite au next slide. Alors, le même comportement peut être obtenu dans Java 7 en créant un fork join pool et en affectant à un champ statique public d'une classe utilitaire. C'est ce qu'on a mis New Fork Join Pool. On peut maintenant y accéder facilement. Alors, grâce au constructeur de Fork Join Pool, il est possible de créer un pool de threads
personnalisé avec un niveau de parallélisme, une fabrique de trades et un gestionnaire d'exceptions spécifiques. Dans l'exemple dans notre slide, le pool a un niveau de parallélisme de 2. C'est pour cela que j'ai noté 2 entre parenthèses, ce qui signifie que le pool va utiliser 2 cœurs de processeur. La prochaine partie, c'est la soumission des tâches au fork join pool. Pour soumettre des tâches au pool de trade, plusieurs approches peuvent être utilisées. Nous allons traiter tout d'abord les deux méthodes submit et execute. Alors en général, les cas d'utilisation de ces deux méthodes, c'est les mêmes. Ensuite, nous avons la méthode invoke. C'est elle qui bufferque la tâche et attend le résultat, mais elle ne nécessite aucune jonction manuelle. Passons alors à la deuxième classe de notre framework avec ma collègue. La deuxième classe du framework ForkJoin class est la classe ForkJoin task. ForkJoin task est le type de base des tâches à exécuter à l'intérieur de ForkJoin pool. Donc la classe ForkJoin pool invoque une tâche. Cette tâche est de type ForkJoin task qu'on doit implémenter en héritant une de ces sous-classes, recursive task ou bien recursive action. Commençons par recursive action. Cette classe décrit les tâches void, c'est-à-dire les tâches qui ne retournent pas de résultat. La deuxième classe, recursive task, c'est la classe des tâches qui retournent un résultat de type void. Ces classes contiennent la méthode compute qui porte le code à exécuter par cette tâche. Cette méthode s'écrit comme suit. Donc pour la classe recursive action, la méthode a comme type de retour void car la tâche ne retourne pas de résultat. Par contre, dans recursive task, la méthode compute a le type de retour integer qui est le même type de la tâche. Le pseudocode de la méthode compute. Donc le pseudocode de la méthode compute s'écrit généralement sous la forme suivante. Donc si le problème est petit, on va résoudre le problème directement. Sinon, on va diviser le problème en sous-problèmes indépendants, puis forquer les sous-tâches pour résoudre chaque partie indépendamment. Ensuite, faire le join de toutes les sous-tâches et finalement composer le résultat à partir des sous-résultats. Donc à part la méthode compute, les sous-classes de ForkJoin task exposent aussi des méthodes suivantes. Premièrement, la méthode fork. C'est la méthode qui permet de lancer une tâche d'une manière asynchrone. C'est-à-dire, il permet de lancer une sous-tâche à partir d'une tâche existante, qui est la tâche courante à partir de laquelle on lance le temps. La deuxième méthode, c'est la méthode join, qui retourne le résultat de l'exécution d'une tâche. Ce résultat est généralement de type V. Une remarque très importante qu'il faut signaler, c'est que l'ordre dont on appelle ces méthodes est très important. Par exemple, si on n'appelle pas fork avant join, il n'y aura pas de résultat récupéré. Ou bien si on appelle join avant compute, le programme va se comporter comme s'il a exécuté sur un seul thread. Donc c'est juste une perte de temps d'utiliser le fork join. Donc si on respecte cet ordre, lorsqu'on fait appel à join, soit le résultat est prêt, donc on ne doit pas attendre, soit on ne doit pas attendre beaucoup de temps avant de l'obtenir. Sinon, si on ne veut pas tomber sur ce conflit, on peut utiliser la méthode invoke_all, qui est une méthode qui permet d'effectuer le fork et le join sur une ou plusieurs tâches dans le bon ordre. Il faut signaler aussi que l'ordre n'est pas la seule chose à laquelle il faut faire attention. Il y a plusieurs recommandations à prendre en considération avant d'utiliser le fork join. Le slide suivant. Donc la première recommandation, c'est qu'il faut éviter les opérations d'entrée-sortie, car un seul thread par CPU est créé par défaut. Donc bloquer les opérations va nous empêcher d'utiliser tous les processeurs ressources. Deuxièmement, il faut connaître son matériel. La solution ForkJoin fonctionnera plus lentement sur un processeur unique qu'une solution séquentielle standard. Et certains processeurs augmentent en vitesse lorsqu'ils n'utilisent qu'un seul processeur, ce qui compense potentiellement tout gain de performance fourni par ForkJoin. La troisième recommandation, c'est qu'il faut bien connaître son problème.
En fait, de nombreux problèmes ont des frais généraux supplémentaires s'ils sont exécutés dans le parallèle, comme le tri parallèle par exemple. Le slide suivant. Donc avant de passer aux exemples, je résume ce qu'on vient de voir. Donc on a le fork join pool qui gère un ensemble de threads. Chaque thread a une queue de tâches à exécuter et chaque tâche est soit de type recursive action si elle ne retrouve pas de résultat, soit de type recursive task si elle retourne un résultat. Maintenant, on peut passer aux exemples qui vont être des exemples très simples. Donc l'exemple complet, on va le voir dans le TP. Commençons par le premier exemple, qui est un programme qui permet de calculer la somme de tous les nombres de 1 à 1 million. Donc dans le code de ce programme, on a deux constructeurs des objets de la classe. Ensuite, on a la méthode compute qui retourne un nombre. Donc dans cette méthode, on commence d'abord, il faut décider quand le problème est petit suffisamment pour le résoudre directement avec la méthode add. Donc, si le problème n'est pas petit suffisamment, on le divise en deux sous-tâches. La première, c'est first task, qui fait la somme du début au milieu. La deuxième, c'est second task, qui fait la somme du milieu à la fin. Bon, à chaque fois qu'une tâche est divisée, on appelle le fork sur la première sous-tâche et on appelle compute sur la deuxième sous-tâche pour la traiter d'une manière récursive. Ensuite, pour avoir le résultat de la première tâche, on appelle join. Finalement, on compose le résultat final à partir des sous-résultats. La méthode suivante, c'est la méthode add qui fait la somme des éléments d'un tableau d'une manière directe. L'autre méthode, c'est la méthode search fork join sum. Donc, dans cette méthode, on convertit l'ensemble d'entiers de 1 à 1 million à un tableau d'entiers. Et puis, on crée une tâche fork join add. Par la suite, on a cette tâche dans le fork join pool. Finalement, on a la dernière méthode qui est la méthode principale main, où on affiche le résultat de la méthode search fork join sum. Donc, après l'exécution de ce code, on obtient le résultat affiché dans le diapositive. Le deuxième exemple, c'est un programme qui permet de calculer le 50e nombre de Fibonacci avec une recursive action. Donc, tout comme l'exemple premier, on a un constructeur, on a aussi un getter et on a ensuite la méthode compute. Donc, dans la méthode compute, on teste si le problème est suffisamment petit pour le résoudre directement avec la méthode fit. Sinon, on crée deux sous-tâches de type fork join Fibonacci. La première tâche fait la somme de Fibonacci de n-1 et la deuxième fait la somme de Fibonacci de n-2. La différence, c'est que contrairement au premier exemple où on a utilisé les trois méthodes compute, fork et join, dans cet exemple, on appelle uniquement la méthode invokeAll qui fait le compute, le fork et le join sur les deux sous-tâches dans le bon ordre. Ensuite, on récupère le résultat final qui est la somme des résultats des deux sous-tâches. C'est tout pour la méthode compute. La deuxième méthode qui est la méthode fit qui calcule la somme de Fibonacci directement en utilisant la récursivité. Finalement, on a la méthode principale main qui déclare la tâche principale. On crée d'abord fork join pool où on lance la tâche et on affiche le résultat. Donc le résultat est affiché sur le diapositive. Maintenant, on peut passer à la partie suivante qui est la partie des problèmes de fork join pool. Maintenant, on passe au problème de fork join. Le seul problème qui est apparu dans le framework fork join, c'est le problème de la répartition de la charge de calcul si le calcul n'est pas homogène au temps. Donc, pour éviter ce problème, il faut découpler la partie de calcul effectuée de la thread qui effectue le calcul. C'est-à-dire, on combine le pôle de thread et le work stealing. On passe au work stealing.
dans lequel on va savoir la définition, comment il fonctionne, ses caractéristiques et le trade pool avec le work stealing. On commence par la définition du work stealing. Work stealing a été introduit en Java dans le but de réduire les conflits dans les applications multilingues. Il est une stratégie d'ordonnancement où les threads de travail qui ont terminé leurs propres tâches peuvent voler des tâches en attente à d'autres threads. Comment work stealing fonctionne? Le work stealing fonctionne en subdivisant les données à traiter jusqu'à ce qu'il y ait plus de sous-ensembles que de fils, nous facilitant le work stealing. Dans le work stealing, un fil qui a manqué de travail peut voler le travail, c'est-à-dire un sous-ensemble de données, de la file de traitement d'un autre fil. Vous devez déterminer la taille optimale du travail à ajouter à la file d'attente de traitement de chaque thread. Une subdivision excessive des données à traiter peut entraîner des frais généraux inutiles, tandis qu'une subdivision insuffisante des données peut entraîner une sous-utilisation des processeurs. Les caractéristiques du work stealing. Les caractéristiques sont l'équilibrage de charge dynamique, c'est-à-dire les cœurs inactifs volent des tâches dans les fils des cœurs occupés et les fils de tâches par cœur. Deuxième caractéristique, c'est les décisions d'ordonnancement. Il sait la prochaine tâche à exécuter et quel cœur voler en priorité. Donc, cette stratégie permet de donner la solution du problème cité avant. Car si on a le nombre de threads fixe, chaque thread a sa queue de tâches. Si un thread a fini toutes les tâches de sa queue, si la queue est vide, il va voler des tâches à la fin dans les queues des autres threads. Et donc, le fait d'aller voler des tâches décrit la charge de travail. On passe maintenant à une comparaison entre le fork join et l'executor service. Le framework fork join dans Java 7 est une implémentation de l'algorithme divisé pour L, dans lequel un fork join pool central exécute la branche fork join. Par contre, l'executor service est un exécuteur qui fournit des méthodes pour gérer le suivi des progrès et la fin des tâches asynchrones. Fork Join Framework utilise l'algorithme work stealing. Dans le framework Fork Join, quand une tâche attend l'achèvement des sous-tâches qu'elle a créées en utilisant l'opération join, le thread worker qui exécute cette tâche recherche une autre tâche qui n'a pas encore été exécutée et les vole pour commencer leur exécution. Contrairement à Fork Join Framework, l'executor service, quand une tâche attend l'achèvement des sous-tâches qu'elle a créées en utilisant l'opération join, le thread worker qui exécute ces tâches en attente ne recherche pas une autre tâche. Fork join est merveilleux pour les problèmes récursifs, où une tâche implique l'exécution de sous-tâches puis le traitement de leurs résultats. Pour l'executor service, si vous essayez de résoudre un problème récursif comme celui-ci en utilisant executor service, vous vous retrouverez avec des threads attachés en attendant que d'autres threads ne fournissent des résultats. Finalement, fork join est une implémentation d'executor service. La principale différence est que cette implémentation crée un pool de travailleurs d'égal. Le service exécuteur crée le nombre demandé de threads et applique une file d'attente de blocage pour stocker toutes les tâches en attente restante. Maintenant, je vous laisse avec le début. Avec le troisième écran pour la partie 2.